et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avons essayé de répondre à quelques-unes des questions que vous vous posiez, notamment qui nous avaient été envoyées au fur et à mesure et que nous avions un peu mis de côté, un peu compilées pour faire une réponse appropriée. Parmi ces questions, il y en a qui restent en suspens, notamment la question de la vaccination sur laquelle nous reviendrons. Aujourd'hui, avec Maître Côté, nous aimerions aborder une question qui nous touche profondément, qui est celui de la dissidence. Alors, on va essayer de voir ce que veut dire ce mot, ce grand mot, et aussi l'importance qu'elle peut avoir dans notre vie quotidienne, qu'elle a auprès d'hommes connus, mais aussi des hommes moins connus, voire inconnus, et qui, chaque jour, eh bien, se positionnent de manière différente, de manière responsable, pour défendre tel ou tel point de vue. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Couetou. Bonjour à vos auditeurs. Alors, bienvenue parmi nous. Et on va commencer tout de suite par cette question assez simple. Qu'est-ce que la dissidence? Écoutez, c'est le fait d'exprimer un point de vue qui n'est pas celui généralement reconnu, si je puis dire, notamment par nos autorités hiérarchiques. Quand on parle de dissidence, lorsque on exprime une opinion contraire à une autorité. Et la question que nous nous posons aujourd'hui et sur laquelle on aimerait réfléchir avec vos auditeurs, c'est est-ce que la dissidence est un droit, un devoir ou un crime? Oui, on entend effectivement, notamment en Europe, en Europe actuellement, il y a tout un mouvement qui est pour criminaliser la dissidence. Certaines lois se préparent pour condamner ce qu'ils appellent la théorie du complot. On peut dire, ben non, mais ça c'est du complot, alors on va condamner. Mais parfois, il s'avère que les théories du complot, on a des exemples, ne sont pas des théories du complot, mais au contraire révèlent des dysfonctionnements et des dysfonctionnements de l'État ou d'une collectivité locale. Je pense aussi que ça peut être plus concret pour nos auditeurs si on procède par exemple, avec des exemples. En fait, on parle souvent de dissidence lorsque quelqu'un travaille pour l'État, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou dans des agences de l'État ou est au service de l'État, comme des gens qui sont dans l'armée. Prenons l'exemple aux États-Unis qui s'est produit l'exemple de M. Edward Snowden, qui, en 2013, lui, au fond, travaillait pour la CIA. C'était un informaticien et il travaillait pour l'agence de renseignement américaine, la CIA, et il a révélé au grand public que des programmes de surveillance de masse existaient. C'est-à-dire qu'on captait les conversations téléphoniques, les courriels des citoyens sans mandat de perquisition. Et ça lui semblait illégal, ça lui semblait troublant, et il a lancé cette nouvelle il a rendu public cette nouvelle-là, il a révélé des données, et on le lui a reproché, c'est-à-dire que son employeur, la CIA, évidemment, estimait qu'il s'agissait là d'un manque de loyauté et il a dû se réfugier à l'étranger. Donc, il a quitté les États-Unis et il se réfugie en Europe et il ne veut pas revenir aux États-Unis parce qu'il a été l'objet d'inculpation sous des chefs d'accusation d'espionnage, de vol et d'utilisation illégale de biens gouvernementaux. Alors, on voit que, par contre, lui, de son côté, se dit, ben voici, j'ai rendu un service au public en divulguant ou en dénonçant une situation qui était alarmante. Alors, c'est pour ça, est-ce que c'était de son devoir de le faire ou si c'est un crime qu'il a commis? Et on voit donc qu'il y a deux mouvements, j'allais dire. Le premier mouvement, c'est on lui demande de faire quelque chose et il le fait. Et puis, le deuxième mouvement, c'est le réveil de sa conscience. À un moment donné, il se dit, ben, en mon âme et conscience, moralement,
je ne peux plus accomplir cela. Donc on voit que au départ, bien, j'allais dire, il est comme tout un chacun, il accomplit son travail, hein, il fait cela pour gagner sa vie. Et puis il y a un moment où plus il avance, plus on lui demande de mettre en place des procédures, de faire des choses, eh bien il se dit non, là on est en train de franchir une ligne, on dépasse, il y a quelque chose qui est contraire à ma morale, à mon éthique. Et à ce moment-là, on voit bien que l'écart entre son employeur, j'allais dire l'éthique de son employeur, la morale de son employeur et la sienne est de plus en plus éloignée et que c'est un acte moral qui va lui faire dire maintenant j'arrête et je vais dénoncer cela. Oui, quand l'employeur est privé et appartient au secteur privé, bon, là, il y a peut-être la question de la loyauté qui est plus à l'avant-plan, mais quand l'employeur est le public et du secteur public, c'est-à-dire quand c'est le gouvernement, ben, au fond, c'est ces employés-là qui sont confrontés à des situations qu'ils estiment intolérables et à l'égard desquelles ils désirent dénoncer, ben, ils se disent, mon vrai patron, au fond, c'est le public, et c'est le public qui est lésé dans tout ça, et c'est pour ça qu'ils se sentent le droit de faire des sorties publiques pour dénoncer ça. Il y a d'autres exemples. Je pense qu'en France, tout récemment, il y en a eu un plutôt interpellant. Comme vous connaissez bien le contexte français, je vais vous laisser le présenter, M. Kouakou. Oui, alors c'est un contexte assez difficile. Peut-être que nos auditeurs ont entendu parler de la région de Calais. La région de Calais c'est un peu comme un bouchon, c'est-à-dire que beaucoup d'immigrés, de réfugiés clandestins viennent comme en boutoir, c'est au bord de la mer, donc ils ne peuvent pas aller plus loin, si ce n'est en prenant le bateau ou en montant de manière clandestine hein, dans des camions pour traverser la mer et aller en Angleterre. Donc il y a Calais est vraiment une zone euh, d'immigration très très forte où il y a énormément de clandestins et un général, un ancien général français qui a commandé la Légion étrangère, donc l'une des forces, l'une des gloires, j'allais dire, de l'armée française, eh bien, a voulu dénoncer justement la politique d'immigration. Nous, on ne va pas parler de la politique d'immigration de la France actuellement, hein, ce n'est pas le sujet, mais vraiment ce général, donc quelqu'un qui a été en responsabilité, qui a été très impliqué, qui a servi son pays, et qui a très bien servi son pays, puisqu'il est devenu général, donc ça veut dire qu'il a été reconnu, il a été médaillé, il était vraiment responsable, encore une fois, d'un des régiments les plus valeureux en France, et il a été arrêté à cause de cette manifestation. Alors, on voit que cette dénonciation pose problème parce que, en même temps, il représente, même s'il n'est plus une force active, il représente quand même derrière lui, il y a l'armée et des généraux ont soutenu sa position en disant, en citant notamment Saint-Exupéry, en disant il est l'un des nôtres, alors on ne va pas regarder ce qu'il a fait, mais dans tous les cas, c'est l'un des nôtres et on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas rester indifférent face à cette arrestation. Et puis, ça pose la question aussi par rapport aux soldats, aux troufions de base, hein, comme on disait, aux premières classes et aux soldats de rang. Si les généraux se font arrêter, alors est-ce que les soldats vont toujours obéir à ces généraux-là? Donc il y a vraiment toute une question par rapport au lien vis-à-vis de l'État, au lien vis-à-vis de l'autorité qui est en train de se mettre en place en Europe et en France. Parce que notamment il y a d'autres généraux aussi hein, dans d'autres pays. Ça n'a pas été aussi grave, mais il y a d'autres généraux qui aussi ont pris position par rapport à la question de l'immigration en Europe. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement là des armées hein, des différents pays qui commencent à dire attention, il se passe quelque chose. Exact. Et dans l'exemple que vous donnez, donc c'était quelqu'un qui travaillait pour l'État.
qui est un ancien employé de l'État. Je comprends que c'était un général à la retraite, c'est bien ça? Tout à fait. C'est ça. Euh, bon, et il y a aussi les situations dont je vous parlais où les gens continuent toujours activement à travailler pour l'État. Et par exemple, M. Snowden, dont on parlait tantôt, lui, il n'était pas à la retraite. Il était vraiment dans le cadre de son travail. Et c'est dans le cadre de son travail qu'il a été mis en contact avec des situations qu'il a estimées, disons, devoir être dénoncées. Et Alors peut-être un petit détail qui ne sera pas connu forcément de nos éditeurs, mais quand on dit à la retraite, en fait, en France, un général n'est jamais à la retraite. C'est-à-dire que il est toujours appelable en temps de guerre. Un général peut toujours être appelé. Alors, évidemment, quand il a 90 ans, il y a peu de chances qu'on l'appelle. Mais ce n'était pas le cas de ce général qui, effectivement, est encore une force vive et qui est toujours appelable en temps de guerre. Il peut toujours reprendre du service et être un soutien pour les troupes. Donc, à la retraite, ça veut dire plutôt suspendu des forces actives, mais appelable. Voilà. Je peux vous donner un autre exemple qui va démontrer, je le souhaite à vos auditeurs, le genre de situation là, délicate que ça peut créer. Il y avait une fonctionnaire au niveau fédéral ici au Canada qui travaillait pour l'assurance emploi et elle avait dénoncé un système de quotas qu'elle avait constaté dans le cadre de son travail. Donc, elle l'avait dénoncé publiquement, ce qui fait que le ministre responsable à la Chambre des communes avait dû essuyer un grand nombre de questions de l'opposition là-dessus et il avait vigoureusement nié qu'un tel système de quotas existait. Et c'est avéré que, bon, ça voulait que le système existait bel et bien. Et l'employé qui a dénoncé a été congédié. Et donc, elle l'a payé très cher. Et ça a été le point de départ d'une réflexion pour qu'on puisse déterminer si on ne devait pas protéger par le biais d'une loi ceux qui lancent des alertes. En anglais, ce phénomène-là, on appelle ça les whistleblowers. Whistle, ça veut dire sifflet. Blower, celui qui souffle dans le sifflet, au fond. Et comment on a traduit en français, on dit les lanceurs d'alerte. Les fonctionnaires qui constatent que des choses répréhensibles se font, ils le constatent dans le cadre de leur travail, est-ce qu'ils sont autorisés à le divulguer? Ou si on ne les accusera pas de manquer de loyauté envers leur employeur, et ce qui risquerait de les exposer à un congédiement. Alors, il y a eu une réflexion qui a été menée ici au Canada, et en 2005, il y a une loi qui a été adoptée, qui s'intitule la loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Donc, peut-être que vos auditeurs n'étaient pas au courant que cette loi-là existait, mais il y a là une volonté du législateur au Canada, à Ottawa, de donner une protection, de fournir une certaine forme de protection à ces fonctionnaires qui constatent des abus et qui décident de les dénoncer. Alors, on posait la question, hein, on commençait l'émission en se disant est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est un droit? Et on voit que la loi est rentrée là-dedans. Donc, si d'un côté, on a envie de dire c'est un crime, et on comprend hein, que certains hommes politiques qui veulent un peu s'arranger, notamment par rapport au système de quotas pour l'emploi, par rapport à ou d'autres choses où on peut se dire je vais essayer de m'arranger puis je vais faire ça en douce pour que ça se passe. On comprend que certains politiques, notamment pour garder le pouvoir, veuillent faire des choses pas tout à fait très honnêtes. Eh bien, on voit que la loi canadienne, en tous les cas au Canada, est en train de dire non, on doit défendre ces lanceurs d'alerte. Alors peut-être c'est un devoir, hein, notamment au niveau de la conscience. On a vu Snowden, hein, c'est vraiment sa conscience qui lui a fait dire ça. Ce général aussi, qui aurait pu dire non, moi je reste confortable
j'ai ma retraite assurée par l'État, je suis sûr de mon avenir et donc le reste, euh, comme on dirait, ben, après moi le déluge, hein, le reste ça ne me regarde pas, ce qui est souvent la position qu'on va adopter tous les jours. Hein. On va se dire, ben, ça se passe loin, puis ça ne me regarde pas. Eh bien, on voit ces hommes-là, au contraire, vont dire, non, ça me regarde, en mon âme et conscience, je peux risquer mon emploi, je peux risquer même d'être exilé, je peux risquer la prison. Hein. Dans le cas du général, il a été en prison et il a été libéré ces jours-ci, mais il va y avoir un procès, donc il risque encore la prison. Et ils prennent ces risques-là de manière à montrer que, en leur âme et conscience, c'est plus fort que de rester indifférent. Rester indifférent, pour eux, serait plus grave. Oui, et puis ces personnes-là sont confrontées à des choix personnels qui sont très difficiles, graves, qui peuvent affecter grandement leur vie. Alors, c'est des décisions et des dilemmes que, vis-à-vis desquels on doit avoir quand même un certain respect parce que ça peut bouleverser la vie de ces personnes-là qui peuvent effectivement le payer très cher. Ce thème-là du droit ou de la dissidence et des sanctions auxquelles on s'expose quand on décide de s'inscrire, de dénoncer publiquement certains abus, c'est un problème qui est de tout temps. Euh, et donc là, on le vit présentement avec les exemples récents dont nous venons de parler, mais dans l'histoire aussi, on a des exemples de ça très, très éloquents. Je pense, entre autres, en Angleterre, au 16e siècle, avec Thomas More. Thomas More était un avocat qui était un proche conseiller du roi Henri VIII. C'est le roi qui avait plusieurs femmes et qui a fait trancher la tête à un grand nombre d'entre elles. Et c'est aussi le roi qui s'est dissocié de l'Église catholique romaine pour fonder l'Église anglicane. Et son proche conseiller, qui était genre de ministre de la Justice, Thomas More, n'était pas d'accord avec cette décision du roi Henri VIII. Il a donc démissionné, dans un premier temps, de son poste et plus tard, il a exprimé publiquement son désaccord vis-à-vis de la décision d'Henri VIII de couper les liens avec le pape. Alors, Henri VIII l'a fait mettre en prison. Il a eu un procès et Thomas More a été condamné à mort et décapité. Je pense que c'était en 1535. Ça peut sembler très loin, tout ça, mais il reste que c'est un exemple quand même assez saisissant qui est repris assez régulièrement dans... Vous avez eu la série Les Tudors à Radio-Canada là, il y a quelques années et le personnage de Thomas More et son dilemme était traité. Et il est bon de savoir qu'en l'an 2000, le pape Jean-Paul II, il faut savoir avant ça que Thomas More a été canonisé, il a été déclaré saint en 1935, donc 400 ans après son exécution, l'Église catholique l'a canonisé. Et en l'an 2000, le pape Jean-Paul II l'a proclamé responsable, patron des responsables politiques. Donc c'est tout récent ça. Et des fonctionnaires, des gens qui travaillent pour l'État. Et pourquoi Jean-Paul II, dans une date aussi récente que l'an 2000, a voulu proposer Thomas More comme modèle, c'est pour faire réfléchir justement les gens et peut-être les gens qui sont confrontés au genre de situation que vous décrivez, de devoir dénoncer des abus qu'ils constatent dans le cadre de leur fonction, des fois au péril ou au prix de leur... je dirais, de leur avancement en s'exposant à des sanctions disciplinaires et dans le cas de Thomas More, au prix de sa vie. Dans le cas de Thomas More, justement, c'est très intéressant parce qu'il a écrit des lettres. Hein, il a écrit beaucoup de lettres quand il était en prison et notamment jusqu'à la veille de sa mort. Et on voit qu'il y avait une grande amitié entre le roi et lui. Et Oui. le roi lui supplie de renoncer et qu'il ne soit pas décapité. Mais
au-delà de l'amitié, d'ailleurs comme il l'écrit, hein, au-delà de l'amitié, eh bien, il a la conscience, le devoir de sa conscience. On parlait de droit ou de devoir. Thomas More fait le choix du devoir. C'est ça, mais il y a un prix à payer. Et ces fonctionnaires qui, au moment où on se parle, sont confrontés, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau fédéral, ici au Canada ou dans d'autres pays, ou même des fois au niveau municipal. Oui, Vous on a un savez, exemple, notamment à Amos, hein, où un employé municipal a dénoncé des camarades des collègues, hein, qui utilisaient le bien public à des fins personnelles et qui effectivement s'est fait mettre de côté, s'est fait, euh, je dirais pas insulter, mais mettre de côté comme un paria parce que justement au niveau de sa conscience, il estimait qu'il n'était pas normal que des collègues utilisent le bien collectif à des fins personnelles. oui, donc c'est sûr que ces personnes-là qui décident de dénoncer des situations qu'ils estiment intolérables, de les dénoncer publiquement, peuvent non seulement faire l'objet de sanctions de la part de leur employeur, de leur supérieur hiérarchique, mais ils peuvent aussi s'exposer des fois à des réactions négatives de la part de leurs propres collègues de travail, c'est-à-dire une forme d'ostracisme, on les met de côté. C'est un phénomène aussi auquel ces gens-là s'exposent quand comment leurs collègues de travail vont-ils réagir quand ils vont prendre la décision de dénoncer publiquement. Si bien que, au fond, votre émission s'appelle Choisie et ces personnes qui travaillent pour l'État et qui constatent des situations intolérables et qui demandent, s'interrogent sur leur devoir. Est-ce qu'ils doivent garder ça pour eux? Est-ce qu'ils doivent le rendre public? Et est-ce qu'ils doivent aller le dénoncer uniquement à un ou quelques supérieurs hiérarchiques ou s'ils doivent s'en aller et dénoncer ça, déballer tout ça sur la place publique? C'est toute cette zone-là qu'il faut explorer et ces gens-là ont un choix à faire et un choix qui est très lourd de conséquences pour eux. Et aussi de leur famille, hein. Vous avez évoqué bien sûr les collègues, mais dans certains cas, eh bien, la famille aussi peut ne pas comprendre cette recherche d'être intègre. Intègre, ça veut dire vraiment responsable face à son âme et conscience, d'être vraiment aligné, d'être, comme on dit, justifié, hein, juste, bien positionné. Sans doute nous ferons une émission un jour sur le positionnement, c'est-à-dire que on voit bien que dans beaucoup d'endroits dans notre société, le positionnement est difficile. On reviendra sur ce thème-là, mais justement, ces personnes-là cherchent à être bien positionnées, c'est-à-dire être ajustées à ce que leur conscience leur dicte. Et à ce moment-là, ça devient un devoir pour eux de dénoncer, et non plus un droit. Oui, mais vu que ça peut mettre des gens dans l'embarras et que ça peut avoir des conséquences, ben à ce moment-là, les personnes qui sont mises dans l'embarras par ces révélations peuvent vouloir s'en prendre à la personne qui a divulgué publiquement cette situation-là. Et c'est là qu'on s'expose à des sanctions disciplinaires et même des fois, dans le cas par exemple d'Edward Snowden ou du général dont vous parlez, à le processus pénal. Donc, des fois, des actes, on est mis en accusation pour ça, ou carrément mis en prison. Alors, c'est un pensez-y bien. Et c'est pour ça que au Canada et au Québec aussi, on a entamé une réflexion pour protéger ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, ceux qui divulguent, les fonctionnaires qui divulguent des actes répréhensibles dont ils sont témoins. C'est sûr que ces lois-là, elles prévoient un mécanisme où le fonctionnaire doit divulguer ou dénoncer cette situation-là à ses supérieurs hiérarchiques. Souvent, c'est l'idée derrière ces lois-là. Alors, on se demande, est-ce que c'est des lois pour protéger le lanceur d'alerte ou pour étouffer l'affaire à l'interne?
ça fait partie des réflexions des juristes qui suivent ces questions-là d'un peu plus près. Notamment, si c'est mon supérieur qui me demande de falsifier les chiffres ou de faire telle ou telle action, eh bien, à ce moment-là, est-ce que si je le dis à mon supérieur, qui lui-même m'a demandé de le faire, on peut voir une incohérence parce que, ouais, mais ça, c'est pas conforme. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, ça devient circulaire et on dénonce pas. On dénonce à la personne qui est impliquée dans l'acte qu'on désire dénoncer. C'est ça. Alors, c'est une lacune que ces lois-là, à laquelle ces lois-là peuvent... enfin, c'est une faille dans laquelle ces lois-là peuvent tomber. Et c'est pour ça qu'il faut voir à les modifier, à les raffiner et à les perfectionner, ces lois. Autre chose aussi, on a parlé essentiellement, voire exclusivement des questions des personnes qui travaillent au niveau de l'État ou du fédéral ou du provincial, voire même municipal, mais donc qui travaillent au niveau de la collectivité locale. Mais il y a d'autres exemples. Je pense à un exemple très récent hein, d'une pharmacienne, d'une directrice qui travaillait pour une industrie pharmaceutique, hein, pas une pharmacienne qui tenait une pharmacie, mais une directrice de laboratoire d'une industrie pharmaceutique qui a démissionné pour dénoncer librement eh bien, le fait que un certain nombre de médicaments qu'elle fabriquait non seulement ne soignaient pas, mais étaient nocifs pour la santé. Donc on voit que dans le milieu privé aussi, eh bien, il y a des dénonciations qui doivent être faites, et en particulier dans le domaine de la santé. Hein, la santé, ça touche tout un chacun. Eh bien aussi, il y a des actes qui peuvent être faits par désir, par volonté de gagner plus d'argent, donc de faire des choses pas tout à fait conformes à ce qui est le bien commun. Oui, et à ce moment-là, comme vous l'avez évoqué, c'est cette notion de conscience personnelle qui joue un rôle très important. Et nous, dans le domaine juridique, on a des lois, tout ça, mais ça, c'est des règles extérieures. Il reste que, à la base et à la fin de la journée, on a aussi cette faculté, chacun d'entre nous, qui s'appelle la conscience, pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense que cette sonnette d'alarme là que nous avons tous à l'intérieur de nous, il faut l'utiliser, il ne faut pas la faire taire. Et c'est pour ça que lorsque nous-mêmes sommes confrontés à des situations comme celle-là, nous avons à choisir. Est-ce qu'on agit ou si on fait taire cette voix-là en nous et on choisit de se fermer les yeux. Mais c'est une situation de choix. Et je pense que c'est pour ça, sans doute, que vous teniez à ce qu'on aborde ce thème-là dans le cadre de votre émission cette semaine, M. Coetou. Merci beaucoup. Je pense que ça a bien résumé justement la question de l'émission. Merci et j'espère que vos auditeurs auront apprécié cette réflexion qu'on a fait avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine.